du groupe INSA, eh bien, bienvenue, bonsoir ou bonjour à tous selon où vous vous trouvez. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA. Et je suis donc ravie de vous accueillir, de vous retrouver pour certains d'entre vous pour ce 7e INSA Talk. Et ce soir, nous allons parler ingénieur INSA, What to Study Next. Alors, vous êtes plus de 170 inscrits, donc j'espère que la participation va rapidement augmenter, plus de 120 étudiants, issus d'ailleurs de tous les établissements membres du groupe INSA, soit 14 établissements d'enseignement supérieur. Je les rappelle, 7 en métropole, 7 INSA en métropole, un INSA au Maroc, et 6 écoles partenaires choisies pour des expertises spécifiques. Alors, vous connaissez les règles, vous poserez vos questions via le chat, les micros sont éteints. Et nous avons ce soir Cécilia Ribeil, donc, qui sera derrière le chat pour reformuler vos questions. Elle est diplômée de l'INSA Rennes, département système et réseau de communication, donc c'était en 2020. Elle est actuellement en poste à Montréal chez MDA. Elle est membre junior du personnel technique en conception d'antenne. Et puis, je voudrais aussi remercier Audrey Le Serre, qui est étudiante en 3e année de licence LEA, et elle est stagiaire au service Relations internationales de l'INSA Hauts-de-France. Elle est également là pour nous assister ce soir sur la partie technique. Alors, ce soir, 4 invités. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est Patrice Le Guédron, qui est directeur de la formation à l'INSA de Rennes. Il anime également la commission formation pour le groupe INSA. Patrice, c'est à toi. Ton micro, hein, Patrice. Ça y est. Oui, pardon, je pense faire voir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Marie-Pierre de m'avoir invité pour introduire cette INSA Talk, une initiative qui est tout à fait intéressante. Donc, sur l'aspect des formations, effectivement, le groupe INSA a une stratégie qui est très prononcée, à la fois sur le domaine de la formation proprement dite, sur la partie recherche, innovation, mais aussi sur l'international et sur une dynamique de formation qui va au-delà de la simple diplomation, puisque on s'est engagé aussi sur une stratégie de développement de la formation tout au long de la vie. On parle souvent du continuum Bac-3 jusqu'à la FTLV et on participe à ce titre à un certain nombre d'actions dans le suivi des formations à la fois de nos apprenants et puis des diplômés, puisque dans le monde de l'ingénierie, enfin l'ingénieur, les métiers évoluent très vite. Les ingénieurs d'il y a, j'allais dire, 20-30 ans ne sont plus les mêmes que ceux de maintenant. Enfin, je veux dire, en termes de métier, j'entends. Voilà. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante et c'est évidemment le développement à l'international d'un certain nombre d'actions que l'on mène. Marie-Pierre introduisait tout à l'heure, parmi les 7 INSA, enfin les 8 INSA, enfin, qui ont le statut d'INSA, et l'INSA Euromed, qui est à Fès, donc qui est un INSA international, ce qui démontre cette volonté de vouloir se diversifier, on va dire, à l'international. Et j'en veux comme autre exemple pour le projet qu'on a monté à Rennes et à Toulouse sur des formations INSA Sciences Po, alors à Rennes et INSA Sciences Po à Toulouse, où justement une des volontés c'était de former des ingénieurs qui allaient travailler à l'international, et on avait estimé que la dimension géopolitique était très importante pour pouvoir travailler en tant qu'ingénieur dans des entreprises qui ont un périmètre mondial, on va dire, d'une manière générale. Donc voilà, donc on forme effectivement au niveau du groupe des ingénieurs, mais on forme aussi des docteurs, donc tout ça, ça se mixe. Il y a vraiment cette volonté de continuité et d'accompagner les diplômés, les ingénieurs qui sont en poste, pour pouvoir évoluer dans leur carrière par un certain nombre de dispositifs, que ce soit la formation continue ou d'autres modalités. Donc voilà, on a aussi sur cet aspect international développé au niveau du groupe un certain nombre d'accords internationaux, de double diplômes internationaux, qui permettent justement de renforcer cette dimension. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, parce que
l'idée, c'est justement de pouvoir avoir ces échanges. Alors, je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter quelque temps parce que j'ai une autre réunion en parallèle. J'en suis franchement désolé. Si la réunion se termine plus tôt, je reviendrai très rapidement. Merci beaucoup, Patrice, pour ta présence aujourd'hui. Alors, tu l'as dit, les parcours de formation sont en effet multiples et le cursus INSA, précisément, offre de nombreuses opportunités pendant et après le diplôme. Alors, vous le savez, je pense, le concept des INSA Talks a été lancé en décembre dernier. Nous sommes réunis pour la 7e édition déjà. Alors, c'est un rendez-vous mensuel et donc l'objectif, c'est de partager une expérience donc de la part des diplômés qui sont basés à l'international auprès d'autres diplômés et surtout des élèves ingénieurs du groupe INSA. Donc un rendez-vous pour valoriser nos réseaux, fédérer précisément cette communauté INSA autour de valeurs de partage, de bienveillance et, comme le redisait Patrice encore tout à l'heure, cette dimension internationale qui ne nous lâche pas et que nous souhaitons continuer à promouvoir puisqu'elle est partie intégrante du modèle INSA dès sa création. Alors, ce n'est pas en 1 heure que l'on va traiter de manière exhaustive un tel sujet, vous l'avez compris, c'est, je l'espère, en tous les cas, une ouverture possible pour vous tous. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous souhaiterions d'ailleurs savoir qui est aujourd'hui derrière son écran. Donc, je vous lance un petit sondage là très rapide. Cela permet aussi ensuite aux intervenants d'orienter un petit peu leur présentation. Donc c'est bien, on a une belle diversité de la première année jusqu'au diplômé. Voilà, juste pour vous montrer. Donc on a un petit peu pas mal de 3e année, de 5e année aussi. Parfait. Alors, cette fois, je vais faire appel à nos invités, nos 3 diplômés, Sébastien, Julie et Bougra. Alors, Sébastien est diplômé de l'INSA Rennes, génie mécanique et automatique, diplômé en 2020. Il est analyste thermique junior chez NDA à Montréal. Julie, INSA Strasbourg, génie climatique et énergétique, diplômée en 2014. Elle est actuellement chercheuse en économie circulaire à la KU Leuven en Belgique. Et enfin, Bougra, INSA Lyon Informatique 93. Il est founder and CEO Futurist AI LLC à New York. Alors, je demanderai à chacun de bien respecter le timing pour que nous ayons du temps pour les échanges. Sébastien, c'est à toi. Pas de problème. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Marie-Pierre pour l'introduction. Donc, pour vous faire un petit état rapide de mon parcours, moi, je suis entré à l'INSA de Rennes en 2014. J'ai effectué mes 2 années de classe préparatoire et après ça, j'ai poursuivi avec le département génie mécanique et automatique, ou GMA. J'avais choisi ce département parce que forcément, c'est ce qui me correspondait le plus, mais c'était aussi et presque surtout parce que c'était le département qui, selon moi, allait m'ouvrir le plus de portes dans le domaine qui m'intéressait, à savoir l'aérospatiale ou l'aéronautique aérospatiale. Et donc, j'ai choisi en fait d'être dans ce département-là parce que j'étais vraiment passionné par ce domaine-là. Je voulais travailler dans ce domaine-là sans trop savoir quel métier exactement, mais je voulais travailler dans ce domaine-là, pardon. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai cherché à orienter tous mes stages vers ce domaine-là aussi. J'ai par exemple effectué mon stage ouvrier chez Thales à Brest. En 3e année, j'ai fait un autre stage chez UTC Aerospace Systems en région parisienne. Et en 4e année, j'ai fait encore un autre stage chez Safran Helicopter Engines à Pau, dans le sud de la France. Donc, j'ai voulu vraiment apporter avec mes stages cette coloration assez spécifique pour m'orienter vers l'aéro et le spatial. Mais malgré tout ça, à la fin de la 4e année, j'avais l'impression que mon profil manquait un peu de quelque chose, ou du moins qui serait toujours délaissé par rapport au profil de quelqu'un d'autre qui aurait fait une formation vraiment spécialisée dans le domaine de l'aéro. Et en même temps, en parallèle de ça, j'avais envie un peu de partir, de voir du pays, de quitter la France. Et c'est pour ça qu'en fait, en 4e année, l'opportunité d'un double diplôme à Montréal s'est présentée comme une opportunité un peu idéale, dans la mesure où l'accord spécifique qu'on peut suivre pour une formation en génie aérospatial, donc là, c'était parfait pour moi. J'allais pouvoir vraiment me spécialiser dans le domaine qui me plaisait. Et en plus de ça, c'est à Montréal, une ville dont on a tous entendu parler, qu'on connaît tous, et on a
en général entendu parler en bien, et c'est pas pour rien, c'est vraiment une très belle ville. Donc j'ai décidé en 2018 d'allonger ma scolarité d'une année supplémentaire pour étudier 2 ans à Montréal. Donc là, c'est vraiment ce que je cherchais. J'ai pu suivre les cours qui me plaisaient. J'ai également pu faire un autre stage chez Bombardier Aerospace, où là, j'étais intégré dans le département thermodynamique. Là encore, c'est important parce que ça permet aussi de se familiariser avec une culture du travail qui est différente entre l'Amérique du Nord et la France. Et donc tout ça, ça m'a mené en juin 2020 à être diplômé à la fois de l'INSA-REM et de l'ETS à Montréal. Et puis en septembre 2020, donc un peu moins de 3 mois après, j'ai commencé mon premier emploi en tant qu'analyste thermique junior chez MDA, qui est une compagnie en fait qui conçoit une compagnie canadienne qui conçoit des équipements et fabrique aussi ces équipements-là pour le spatial, donc soit pour des satellites, pour même la Station spatiale internationale par exemple. Donc ça, c'était pour faire un aperçu un petit peu de mon parcours, mais maintenant pour me concentrer un peu plus sur la thématique de la rencontre d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un double diplôme. Alors ça, j'ai pas à proprement parler d'une poursuite d'études. On pourrait peut-être voir plus ça comme un bonus intégré dans la formation initiale de l'INSA. Mais ça reste quand même très intéressant. Et je vais essayer ici de vous lister un peu quelques points importants, quelques avantages à faire un double diplôme. Et le premier d'entre eux, c'est que ça facilite votre immigration si jamais vous êtes intéressé par l'idée de travailler en Amérique du Nord ou au Canada, plutôt que de passer par la voie classique du permis de travail, de la demande de permis de travail qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut ne pas aboutir parce qu'il y a un certain côté aléatoire aussi dans l'attribution des permis de travail. Passer par la case double diplôme, ça va vous faciliter la vie. Vous allez obtenir un permis d'études beaucoup plus facilement. Et à la fin de vos études, vous allez aussi pouvoir prétendre un permis de travail, mais vous allez même pouvoir travailler avant d'avoir obtenu votre permis de travail. Ce qui est toujours intéressant si jamais justement travailler au Canada vous intéresse. Et puis en plus de cela, vous obtenez un diplôme qui est reconnu en Amérique du Nord. Alors non pas que votre diplôme INSA ne soit pas reconnu en Amérique du Nord, il est bien évidemment reconnu à l'international, mais simplement c'est toujours beaucoup plus rassurant pour une entreprise de pouvoir se baser sur un diplôme obtenu dans une université qu'elle connaît, dans une université locale, pour évaluer le profil d'un candidat. Donc là encore, si vous êtes intéressé à l'idée de travailler en Amérique du Nord, ça peut être vraiment un très gros point pour vous. Et puis évidemment, professionnellement, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives dans la mesure où vous allez suivre une formation à l'international, donc ça va montrer une certaine ouverture de votre part. Et en plus de cela, comme pour ma part, par exemple, j'ai effectué un stage chez Bombardier, donc vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez développer votre réseau. Et puis, si vous faites également une formation un peu spécialisée comme j'ai fait, vous allez pouvoir accéder à des postes auxquels vous n'aurez jamais pu accéder autrement. En tout cas, c'est typiquement mon cas. Je pense que je n'aurais jamais pu accéder au poste que j'occupe actuellement chez NDS sans avoir fait ce double diplôme, ou du moins pas aussi rapidement. Donc, professionnellement, ça peut être très intéressant. Et d'un point de vue social, évidemment, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Montréal, c'est une ville très dynamique, donc forcément, et très cosmopolite, donc il y a des gens du monde entier, et là, forcément, vous allez vous ouvrir, ça va être très intéressant aussi humainement parlant, vous allez grandir humainement parlant. Et enfin, le dernier point que j'avais, c'était un peu pour ceux qui hésiteraient à se lancer à l'international, en fait, le faire via un double diplôme, qui plus est à Montréal, c'est un peu un demi-saut dans l'inconnu, dans la mesure où vous restez en territoire à majorité francophone. Déjà, si vous avez un peu peur de l'anglophone, ça vous aide. Vous allez quand même améliorer votre anglais, mais ça peut être rassurant. En plus de cela, vous restez dans un environnement qu'on connaît bien, à savoir l'université. Vous restez dans un cadre académique, donc il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Vous allez rencontrer des gens, faire des amis, vous intégrer assez facilement. Et donc là-dessus aussi, c'est très intéressant. Je pense qu'on n'est pas trop loin des 6 minutes là. Merci beaucoup Sébastien, c'est vrai que c'est un parcours qui fait envie, tu nous as déjà donné quelques tips. Alors je vous invite maintenant à repartir en Europe, on va rejoindre Julie qui est à Leuven. Julie, si tu nous entends, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, je suis Julie Meta. J'ai fait d'abord l'INSA Strasbourg. Donc, j'ai été diplômée en 2014, la formation génie climatique énergétique. Alors, je me rappelle très bien de mes collègues qui me disaient que je n'étais pas faite pour être une ingénieure. Donc, initialement, la poursuite d'études, ce n'était pas prévu. Suite à mes études, donc, je me suis plutôt
j'ai plutôt pris une nouvelle direction, donc via le VIA, qui est comme le VIE, mais c'est le volontariat international en administration. Et je suis donc partie à Hong Kong pour travailler 2 ans avec des chercheurs. Donc, j'ai basculé de l'autre côté de la force. Et donc, à Hong Kong, pendant ces 2 ans, c'était vraiment mon rôle de mettre en coordination et en coopération des chercheurs français et hongkongais sur les enjeux énergétiques et climatiques, du changement climatique. Grâce à cette expérience à l'international, j'ai été en contact avec énormément de chercheurs et je me suis dit que j'avais aussi également envie, moi, pas que de mettre en relation des chercheurs, mais d'être chercheuse moi-même. Et donc, je me suis intéressée à la recherche. Il y a eu un vrai déclic quand un chercheur hongkongais m'a proposé une bourse de thèse. C'était dans le milieu des céramiques, donc pour la transition énergétique, c'était pour faire des pièces. Des pièces céramiques. C'était un peu trop technique pour moi. Je voulais plutôt, après mes 2 ans d'expérience en tant que conseillère scientifique au consulat, je voulais quelque chose un peu plus tourné vers les sciences économiques, sociales et politiques. Donc, je me suis approchée d'un laboratoire multidisciplinaire et c'est comme ça que je suis rentrée dans mon premier PhD, donc ma première thèse. Pourquoi Hong Kong et pourquoi j'ai choisi? Bon, déjà, j'étais sur place, donc c'était facile. J'ai pu bénéficier d'une bourse de prestige hongkongaise, donc avec un salaire à peu près équivalent aux VIE, VIA locaux. Donc, c'était assez confortable. Il faut aussi savoir que Hong Kong, c'est une ville dans laquelle il y a 8 universités sur un tout petit territoire, chacune environ 20 000 étudiants. Donc, au total, il y a plus de 150 000 étudiants. Donc, c'est vraiment un tissu pour la recherche et pour les études très fort. Il faut aussi savoir que dans les 8 universités, elles sont toutes très, très bien classées, dont 3 dans le top 100. J'ai rejoint donc une équipe multidisciplinaire, donc très intéressante, surtout que quand j'ai commencé en 2017, il y avait très peu d'équipes multidisciplinaires qui travaillaient sur l'économie circulaire qui était mon sujet, donc vraiment à la pointe de la recherche et de l'innovation. C'était bien parce que j'étais très indépendante et je pense que pour faire une thèse, il faut être assez indépendante. C'était aussi très bien parce que Hong Kong, ayant un tissu universitaire et de recherche très dense, c'était facile de se faire des connexions autant avec les chercheurs locaux qu'avec les chercheurs internationaux. Vu que c'est un hub vraiment pour l'innovation et la recherche, il y a énormément de chercheurs internationaux qui visitent Hong Kong. C'était assez difficile parce que la culture de la recherche est très différente de l'Europe. C'est vraiment très compétitif. Il y a une culture du travail qui est très descendante, qu'on n'a pas forcément en Europe. Il y a des relations hiérarchiques qui sont plus difficiles et plus contraignantes. C'est aussi beaucoup de compétition, de la course aux publications qui est beaucoup plus forte qu'en Europe. Donc, j'étais en doute sur le futur de mes études et de la recherche quand j'ai été en Suède. Et là, ça a été vraiment une ouverture sur la recherche en Europe et l'éducation en Europe. Donc, suite à cette conférence en Suède, j'ai fait un séjour de plusieurs mois à Munich, au centre économique de l'IFO. Et là, donc d'un centre multidisciplinaire, je suis vraiment été immergée dans un centre qui faisait que de l'économie, des recherches sur l'économie. Et je me suis dit, ah, c'est ce que je veux faire. Donc, suite à ces 3 mois de recherche en Allemagne, j'ai complètement remis en discussion mes études et le pourquoi de ce que je faisais où. Et donc, j'ai postulé à une nouvelle thèse en Belgique. Et donc, depuis août 2019, je finis ou je continue ma thèse en Belgique, toujours sur le thème de l'économie circulaire. Et encore dans un labo multidisciplinaire, mais là, pas vraiment orienté ingénieur, mais plutôt vraiment sciences politiques et économiques. Donc, avec comment changer les politiques actuelles pour intégrer plus d'impact sur le changement climatique ou contre le changement climatique et d'économie circulaire dans les politiques de travail, sur l'emploi et industriel actuel. Néanmoins, tout mon parcours m'a permis aussi de me développer personnellement. Et je pense que c'est très important quand on choisit de continuer des études et que notre projet mature, on mûrit aussi nous en tant que personne. Et donc, c'est important d'inscrire notre projet professionnel dans un projet de vie qui va évoluer en même temps que nous. Et donc, moi, ma période à Hong Kong a vraiment permis de m'investir dans la vie associative et de continuer en fait la vie associative que j'avais développée
en France, à Strasbourg, à Hong Kong, puis ensuite en Europe. Donc, j'ai développé le réseau INSA à Hong Kong. Maintenant, je le développe en Belgique. J'ai développé ma propre association circulaire qui récoltait les déchets pour les recycler et en faire des produits plastiques, mais recyclés ou upcycled localement à Hong Kong. On a créé une antenne Labdou qui récolte les outils informatiques de deuxième main pour les offrir à des gens dans le besoin ou des institutions dans le besoin. Donc, j'ai fait ça d'une part. D'autre part, je me suis aussi développée dans tout ce qui était cours. J'adore enseigner et partager mon savoir. Donc, j'ai pu aussi développer ça grâce au réseau que j'ai créé à Hong Kong, via le réseau INSA également. Comme aujourd'hui, pour pouvoir partager avec vous mon expérience. Et donc, arrivé en Belgique, j'ai pris avec moi certaines de mes associations qui étaient possibles. C'était plus dur de nettoyer les plages parce qu'en Belgique, je suis surtout à Louvain où on est assez loin de la mer. Mais par contre, j'ai créé une autre association, MacBar, dans laquelle MacBar veut dire faire et bar, c'est un jeu de mots avec le lieu où on boit, les cafés, les bars. Et donc, on un peu des ateliers de do-it-yourself. En local. Donc voilà, et quoi après? Parce que voilà, là, j'ai bientôt fini ma thèse. Donc, pour sûr, je veux continuer à m'investir dans des projets qui me plaisent, donc de recherche, d'enseignement, de partage, mais aussi qui s'incluent dans mon projet de vie. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est très important quand on fait une poursuite d'études, comme on est plus mûr de construire ça autour d'un projet de vie et pas faire ça que pour un diplôme, parce que sinon, souvent, ça n'aboutit à rien. Voilà, je pense que je suis aussi dans les temps. Parfait, Merci Julie. beaucoup. Merci beaucoup de partager un parcours si original où tu nous transportes d'un continent à l'autre et on le voit bien, autre diplôme, autre pays, autre culture. Mais vous l'avez compris, il s'agit très tôt finalement de construire ce parcours à la fois personnel et professionnel. Back to the US et je vais inviter Bougra. The floor is yours. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, je vais parler un peu brièvement de mon parcours et puis ensuite je vais me concentrer sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec un MBA après votre diplôme d'ingénieur. Donc, brièvement, mon père était un diplomate, il était un ambassadeur. Donc, avant que j'ai commencé l'INSA, j'ai vécu dans une douzaine de pays. Et j'ai commencé, disons, l'INSA quand j'étais plus jeune que la plupart d'entre vous. Donc, j'ai fini l'INSA quand j'avais à peu près 20 ans, 21 ans. Et puis ensuite, j'ai commencé, au lieu de faire de l'ingénierie directement, j'ai pris un poste commercial avec une compagnie américaine qui s'appelle Unisys. Et après avoir passé 2 ans et demi avec eux, à peu près 2 ans avec eux, je me suis dit pourquoi ne pas faire un MBA pour m'aider dans une orientation un peu plus commerciale. Donc, j'ai regardé à toutes les écoles où je pouvais qui pouvaient m'intéresser. Et en gros, quand vous regardez à faire un MBA, les MBA étaient chers à l'époque, ils sont très, très chers aujourd'hui. Donc, vous avez probablement une dizaine d'écoles qui probablement veulent l'investissement. Et vous avez seulement quelques écoles en Europe et vous avez plus d'écoles, enfin 6 à 7 aux États-Unis. Donc, j'ai envoyé j'ai décidé de voir si je pouvais aller à Columbia, Harvard, Wharton, 5 écoles. Et j'ai été admis à Columbia en 95 et j'ai eu mon MBA en 97. Donc, après avoir fini mon MBA, j'ai fait, au lieu d'être un banquier d'investissement, j'ai commencé à travailler pour un start-up pendant 1 année et demie. Et en 1998, j'ai commencé à travailler pour une compagnie de private equity. Donc, à l'époque, c'était vraiment très, très tôt pour
le private equity. Enfin, c'était plus de la chance qu'autre chose, mais j'ai travaillé pendant 12 ans avec quelqu'un qui était un des partenaires originaux de Morgan Stanley. Donc, quand il avait commencé à Morgan Stanley en 1972, son premier boss à lui, c'était le petit-fils de JP Morgan. C'était un instant. Pardon. Donc, ça a totalement changé ma vie et ça a totalement changé ma carrière. Donc, après ça, j'ai participé à la création d'une dizaine de compagnies. J'ai travaillé en tant que membre du conseil d'administration de 7 à 8 compagnies. La plus grande compagnie que l'on a créée à Helen Company, c'était une compagnie de réassurance qui s'appelait PartnerRe, qui a commencé avec 2 employés et qui est devenue la 4e plus grande compagnie de réassurance dans le monde. Donc, ça a commencé avec 2 employés et ça a fini en ayant une valeur de à peu près 7 milliards d'euros. Donc, mon parcours était assez intéressant et je ne vais pas en parler de plus parce que bon, j'essaie de compresser une vingtaine d'années en 3 minutes. Mais donc, de mon point de vue, pourquoi est-ce qu'un MBA peut être intéressant? Tous les MBA ne sont pas intéressants. Un MBA va être intéressant si vous allez à une belle école. Donc, une bonne école, c'est une dizaine d'écoles dans le monde. Peut-être 15, c'est pas plus. Parce que une école moyenne, c'est $200,000. Columbia, c'est $200,000. Harvard, c'est $200,000. Donc, si vous voulez faire un investissement, allez à une école où ça vaut vraiment le coup. Et est-ce que Columbia vaut le coup? Oui, absolument. Absolument. OK, juste pour le mettre en perspective. Donc, à Columbia Business School, vous avez 3 professeurs qui ont un prix Nobel. Dans le tout de Columbia, vous avez 7 professeurs qui ont un prix Nobel. Le endowment de Columbia, c'est à peu près un tiers du budget de l'éducation nationale en France, de toute l'éducation nationale en France. Donc, vous avez des moyens que vous ne pouvez même pas imaginer dans le contexte français. Et si vous allez à Harvard, c'est encore plus. Donc, mais de mon point de vue, d'un point de vue objectif, donc, vous avez une dizaine d'écoles où ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et si vous allez là-bas, vous allez avoir une autre expérience, un autre réseau qui peuvent vraiment changer votre vie et changer votre carrière. Donc, je n'aurais jamais pu avoir l'expérience que j'ai eue si je n'étais pas allé à Columbia. Et vous avez une photo de Columbia, oui, c'est à New York, c'est joli, c'est beau, c'est sympa. En gros, c'est à peu près les points essentiels que je voulais développer. Si vous avez d'autres questions en spécifique, nous pouvons en parler après. Et merci à tous. Excusez-moi, j'étais en silencieux. Merci beaucoup, Bougra. Et donc là encore, on a d'autres perspectives, d'autres parcours, d'autres valeurs, peut-être d'autres enjeux. Je vais me tourner maintenant vers Cécilia, qui a dû récolter déjà quelques questions. Donc, on aborde une partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, utilisez le chat. Et donc, nos 3 diplômés seront là justement pour interagir avec vous tous. Voilà. Déjà, merci beaucoup à nos 3 intervenants d'avoir expliqué un peu leur parcours et comment ils ont continué à étudier finalement après leur diplôme INSA. Une première question, peut-être un peu plus pour Julie, puisque elle porte sur les revenus en fait associés, puisque tu as continué en thèse. Souvent, quand on imagine faire de la recherche, on imagine des revenus plutôt bas, et donc une des questions était de parler un petit peu plus de cette histoire de revenus et comment tu as vécu ça à l'international.
Tout à fait, merci Cécilia. Alors, il faut savoir que quand j'ai eu la bourse à Hong Kong qui m'a permis de commencer ma thèse, je gagnais 25 000 HKD par mois, ce qui correspond à peu près, on va dire, à 2 500 €, qui étaient non taxés parce que c'était une bourse, plus en plus toutes les aides, vu que j'étais sans salaire, que pouvait accorder l'État, le gouvernement hongkongais. Donc, j'étais plutôt aisée comme étudiante, mais même d'un point de vue hongkongais, il faut savoir que le salaire médian est à 16 000 Hong Kong dollars. Donc, j'étais 9 000 Hong Kong dollars au-dessus du salaire médian. Et c'était l'équivalent du salaire de VIE, incluant le logement. Après, en Belgique, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis aussi boursière, c'est-à-dire que je touche une bourse de l'Union européenne qui n'est pas taxable. Et mon salaire est sur 14 mois parce que j'ai 2 mois de prime, une en juin, une en décembre. C'est un salaire non taxable, donc j'ai aussi tous les avantages des boursiers. Par exemple, la crèche de mon enfant, je ne la paye pas, ou je la paye exactement 3 € par jour parce que je n'ai pas de salaire. Et donc, par mois, je touche 2 700 € non taxables et je touche 14 mois de salaire par an. Donc, il faut savoir aussi que partir faire une thèse à l'étranger, c'est souvent avoir un meilleur salaire en tant que chercheur qu'une thèse en France. Par contre, ça va avec le fait qu'il faut parler anglais parce que à Hong Kong comme en Belgique et comme partout ailleurs qu'en France, si je puis dire, la recherche se fait en langue anglaise majoritairement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Julie. Maintenant, on peut passer à une question qui va être en fait pour tous les intervenants finalement. La question porte sur les avantages de faire un double diplôme et si ça permet vraiment une ouverture de plus d'opportunités et si on est plus sollicité par des potentiels employeurs. Je vais par exemple dire à Sébastien de commencer et puis chacun prendra la parole. Ouais, je pense oui que ça vous ouvre beaucoup plus d'opportunités. Comme je l'ai dit, en fait, rien que le fait de partir à l'étranger, enfin, si vous faites ce double diplôme à l'international, rien que le fait de partir à l'étranger va vous amener à rencontrer de nouvelles personnes et à faire des stages ou autres dans d'autres entreprises ailleurs dans le monde. Donc forcément, ça va vous ouvrir plus de portes, vous allez élargir votre réseau. Et en plus de cela, ça dépend un peu du double diplôme que vous faites, mais soit vous pouvez soit faire un double diplôme pour obtenir une spécialisation, c'est un peu ce que j'ai fait. Et là, vous allez forcément apporter une coloration assez forte à votre CV. Et donc, vous serez plus sollicité pour comment dire, des emplois qui concernent vraiment cette spécialisation-là. Et sinon, vous pouvez faire des doubles diplômes un peu plus gestion. C'est un peu d'ailleurs ce que Cécilia a fait ici. Et là, ça va vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités, parce qu'avec votre diplôme INSA, qui est un peu plus ingénieur, vous allez pouvoir postuler à des offres vraiment tournées techniques, on va dire. Et avec le côté gestion, vous pourriez plus vous orienter vers des postes de manager. Donc là, vous allez élargir aussi votre pool d'opportunités. Je sais pas j'espère que ça répond à la question. Ouais. Je pense que Bougra, est-ce que tu as un avis sur la question, oui, sur l'avantage de rajouter? Oui, enfin, si vous voulez avoir plus d'opportunités en tant que travail, oui. Parce que si vous entrez dans un programme comme Columbia, le recrutement est intégré dans l'école. Okay, donc, chaque semaine, vous avez des compagnies qui vous viennent nous donner des cocktails pour les étudiants, pour les étudiants du MBA. En moyenne, vous avez 3 offres d'emploi quand vous finissez le programme. Juste à New York, on a 12 000 alumni. Donc, oui, vous avez des moyens. Ça dépend de l'école, évidemment. C'est pour ça que j'ai indiqué que si vous avez à certaines écoles, oui, faire un MBA, ça va vous changer votre vie. Mais c'est pour Columbia, c'est pour Harvard, c'est pour Wharton, et vous avez 3 écoles en Europe, c'est tout. D'accord. Et Julie, on a vu avec ton parcours que tu as eu beaucoup d'opportunités. Est-ce que tu veux détailler un petit peu plus?
Moi, ce n'est pas vraiment un double diplôme, c'est un Oui, c'est vrai. diplôme supplémentaire. Mais de toute façon, je pense plus on étudie, plus on crée un réseau. Et ce réseau va vous aider tout au long de votre vie à placer les pièces que vous voulez placer. Et aussi, on construit le réseau qu'on souhaite, je pense. Donc, si moi, je me suis impliquée, par exemple, dans tout ce qui est économie circulaire, changement climatique et environnement, et mon réseau s'est construit autour de ça. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on me contacte pour avoir des contacts dans ce domaine, c'est très, très facile pour moi. Mais si vous me donnez des contacts dans les startups de l'innovation intelligence artificielle, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. D'accord. Alors, à nouveau, une question pour tous les intervenants. Ça serait une question en lien avec le diplôme INSA en lui-même. Est-ce qu'à votre avis, il prépare correctement au niveau d'une université à l'étranger ou finalement pour toi, par exemple, Julie, du monde à l'étranger et donc de ta thèse? Ouais, donc la question serait, est-ce que ça le prépare correctement? Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui. Tout au long de mon parcours, je ne fais que rencontrer des ingénieurs INSA et je pense qu'on s'exporte très bien. Donc, je pense que oui, le diplôme INSA nous prépare à l'étranger. Je dirais non parce que c'est un diplôme français. Et comme tous les diplômes français, en plus d'école d'ingénieur, on n'est pas prêt à deux choses, à parler anglais couramment, même si je pense que les ingénieurs INSA osent. Et donc, même si on est très mauvais en anglais, on ose. Et ça, c'est une vraie qualité de, je pense, l'ingénieur INSA. Et deuxièmement, je pense aussi qu'on est habitué aux petits groupes. Moi, je me suis retrouvée dans des amphithéâtres avec plus de 500 étudiants et j'étais complètement perdue. Mais je pense que parce qu'on est ingénieur INSA, on ose aussi. Et donc, j'ai toujours réussi à me faire ma place et à me faire remarquer. Donc, je pense que c'est plutôt oui que non, même s'il faut être conscient que le modèle ingénieur INSA est très particulier et sort du lot par rapport aux autres concepts universitaires dans le monde. De mon point de vue, j'ai eu je peux faire un commentaire qui est assez similaire. Du point de vue du programme de MBA comme il est fait à Columbia, oui, ça prépare très très bien parce que c'est des projets par groupe, c'est des projets coopératifs, c'est des projets qui changent de semaine en semaine. Donc, de ce point de vue-là et du point de vue technique, du point de vue mathématique, si vous voulez faire de la finance dans le futur, oui, absolument. Le problème, c'est que, pour le MBA en général, c'est que absolument tous les programmes de MBA qui valent le coup sont en anglais, même ceux qui sont en France. Donc, vous devez parler. You have to speak English. Speak English. This should have been in English. That's my 2 cents. Et toi, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Est-ce que ton diplôme INSA t'a quand même bien préparé à ta poursuite d'études à l'ETS? Oui, je dirais que oui. Évidemment, ce qu'ont dit les intervenants précédents, là, ça s'applique vraiment. Par exemple, j'avais aussi des cours en anglais, donc je m'en suis bien sorti, mais c'est vrai que le niveau d'anglais de la population française, on va dire, est amélioré. Mais pour le point de vue technique, puisque pour reprendre un peu plus sur ce côté-là, dans la mesure où moi j'ai fait des études où j'ai obtenu une spécialisation, donc j'ai vraiment poursuivi dans ce domaine technique-là. Oui, le diplôme INSA prépare très bien. On a une bonne base technique, on est assez flexible et on est assez adaptable à beaucoup de sujets, que ce soit même pour moi qui ai fait de la méca, par exemple, je me sentais à l'aise avec de la programmation, avec beaucoup d'autres choses dont je n'avais pas forcément entendu parler avant. Mais juste parce qu'à l'INSA, on a fait quelques cours là-dessus et ça nous prépare vraiment bien pour approfondir ces notions-là. On a de bonnes bases et en ce sens-là, d'un point de vue technique, vous ne seriez pas perdu du tout en poursuivant des études internationales, je pense. Maintenant, j'ai une question pour Bougra en particulier. Par rapport à ton MBA,
Apparemment, souvent, il est dit qu'il faut avoir 5 à 10 ans d'expérience professionnelle avant de postuler ou avant de même y penser. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est vrai? Et si c'est le cas, comment on fait pour se distinguer au milieu de tous ces MBA prestigieux finalement? Je peux vous donner les statistiques. La plupart des MBA, c'est 4 à 5 ans d'expérience. Je suis entré à Columbia avec 2 années et demie d'expérience, mais c'était vraiment c'était rare. Et la raison, c'est que j'avais un background qui était vraiment très différent, parce que j'avais commencé l'école nettement plus jeune que la plupart d'entre vous. J'avais un background qui était très international. Donc, j'ai pu parler d'autres expériences qui m'ont permis de passer ça. Mais si vous regardez au programme qui vaut la peine, au programme Elite, oui, c'est 3 ans, c'est le minimum. 3 à 5 ans, c'est raisonnable. Oui, on a des personnes qui ont plus d'expérience, mais la plupart des gens qui sont admis ont à peu près, disons, 4 à 5 ans, 4 à 5 années d'expérience. Moins de 3 ans, c'est à peu près don't even try. Alors, on a fait à peu près le tour des questions des auditeurs. Moi, j'en ai une quand même où je serais assez curieuse de savoir, donc à propos de la poursuite d'études en général. Il y a quand même un choix qui arrive dès qu'on a son diplôme, c'est est-ce que j'enchaîne avec quelque chose ou est-ce que je prends un peu d'expérience et puis je reprendrai un morceau d'études un peu plus loin dans ma carrière. Est-ce que, vu que Bougra, toi, tu as eu donc 2 ans et demi d'expérience, tu disais, peut-être discuter de cette expérience-là que tu as acquise est-ce que tu as aidé finalement dans son MBA? Et puis après, discuter plus. Oui, de toute façon, dans le contexte d'un MBA, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. D'accord. Donc, du point de vue de, si tu veux entrer dans Harvard, Columbia, Wharton, Chicago, 3 ans d'expérience, c'est le minimum. 4 à 5 années, c'est requis. La raison pour laquelle cette expérience vous aide vraiment, c'est que durant les discussions, quand vous discutez d'un case ou vous faisiez une discussion sur un sujet, ça vous permet d'avoir un peu plus d'acquis dans le contexte du business réel et ça vous permet de contribuer nettement plus à la discussion. L'autre chose que ça vous permet de contribuer, c'est que ça vous donne les gens qui viennent vous recruter. Aussi, vous leur parlez de, par exemple, si vous finissez l'INSA et vous dites, OK, je vais faire une, je ne sais pas, dépendant de votre spécialité, vous faites 4 années disons, de technique dans n'importe quel sujet. Donc, vous allez parler vous allez parler de ce que vous avez fait avec votre emploi pour vous permettre d'obtenir votre dream job. Par exemple, une des choses qui est vraiment très importante, disons que si vous êtes un ingénieur, donc vous allez avoir une facilité avec de la programmation, vous allez avoir une facilité avec de la mathématique, disons, mathématiques, Excel. Donc, plein de choses vont être assez simples pour vous. Enfin, vous allez acquérir très rapidement. Donc, vous allez dire, par exemple, à une banque d'investissement, je peux faire tous vos trucs Excel, c'est vraiment très simple, enfin, relativement. Donc, mais pour pouvoir avoir cette discussion, il est important d'avoir un acquis après l'école. Parce que vous apprenez pas mal de choses techniques dans l'école, mais vous avez aussi, vous commencez vraiment à apprendre d'autres choses techniques dans votre premier emploi aussi. Donc, j'espère que ça vous donne une perspective. Maintenant, j'ai une petite question pour Julie. J'ai vu que tu avais répondu dans le chat, mais est-ce que tu veux discuter un petit peu plus? Je pensais que tu avais répondu à la question par rapport au fait
que le diplôme INSEAD te préparait correctement à des études à l'international. Et après, je te poserai une autre question sur Hong Kong. Donc, au niveau de la compétitivité dans le domaine de la recherche, je pense qu'effectivement, à Hong Kong, la culture est assez différente. Donc, c'est très compétitif et moi-même, j'ai été mise mal à l'aise. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré me rediriger en Europe pour continuer ma recherche, tout simplement parce que je pense qu'il faut avoir les épaules très solides et se sentir vraiment sûr et expert dans son domaine pour pouvoir confronter les acteurs de la recherche locaux. Et je n'étais pas prête à cette époque. Donc, je pense que c'est très riche, comme je l'ai dit, pour faire un réseau, pour se développer. Comme c'est très compétitif, ça nous pousse. Donc, il y a un développement professionnel qui est très, très fort. Mais ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est peut-être pas pour des chercheurs débutants qui seraient pas forcément à l'aise parce que je pense qu'on peut facilement être écœuré. Mais par contre, personnellement, c'est avec plaisir que d'ici 2 ans, je repostulerai à un poste de recherche à Hong Kong pour justement valider mes compétences et mettre un peu à risque et puis voir si oui ou non j'ai acquis assez d'expertise et de confiance en moi pour affronter le marché de la recherche à Hong Kong. Merci, Julie. Pour ce qui est des questions, on a fait un bon petit tour de ce que les auditeurs ont demandé. Si vous avez d'autres questions ou des demandes de compléments d'information, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais du coup, j'avais répondu dans le chat à ce double diplôme, mais je peux dire un peu plus. Donc, je pense quand même que en termes de technicité, ça permet aussi de faire des changements de direction. Par exemple, moi, j'ai eu un diplôme INSA génie climatique et énergétique. Et suite à ce diplôme, j'ai quand même réussi à avoir un master en énergie renouvelable à la City University of Hong Kong, qui est quand même une très bonne école. Donc, c'était dans ce qu'ils appellent une school, donc c'est une école au sein de l'université. C'était une école multidisciplinaire, donc j'avais quand même des cours d'ingénierie, de thermique notamment, mais aussi d'électricité. Mais j'avais aussi des cours un peu plus sciences humaines, politique environnementale, économie de l'environnement, sciences politiques en général, conflits notamment liés à l'énergie. Et je pense que le cursus INSA, par sa polyvalence et quand même le fait qu'il soit technique mais multidisciplinaire, j'ai eu sans aucun problème, j'ai pu valider avec un A, ce qui est une très bonne note à l'international. Et idem de ces diplômes, je suis allée à la KE11 où j'ai dû valider un Advanced Master of Economy. Pour vous avouer, ça a été très, très difficile. Je n'avais jamais travaillé autant, même pas en prépa, que pour valider ce master. Mais quand même, mes compétences INSA m'ont permis de réussir ce master avec les félicitations du jury. Et je pense que c'est grâce à l'INSA quand même qui nous prépare aussi à travailler et à étudier sur des périodes assez longues et épuisantes, mais à abattre une quantité de travail assez incroyable. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris de l'INSA aussi. Donc, Julie, encore une question pour toi. Tu te diriges plutôt ensuite vers l'entreprise ou l'université ou une carrière académique? Donc moi, je préférerais travailler à l'université pour pouvoir continuer à faire de la recherche et de l'enseignement parce que j'aime vraiment beaucoup partager les connaissances en général. Mais après, il faut savoir que je pense aussi que l'ingénieur INSA, avec une thèse, c'est très, très facile de retourner dans l'industrie et d'être chercheur en industrie. J'ai pas mal de collègues de la promotion 2014 qui sont chercheurs en industrie sans PhD, sans thèse. La thèse, ça permet, je pense, d'avoir des rôles avec plus de responsabilités et peut-être des projets plus intéressants quand on part faire de la recherche
en entreprise. J'ai une autre question qui s'éloigne peut-être un peu de la poursuite d'études, mais est-ce que vous pensez que ça soit handicapant dans le marché du travail de faire une année de bénévolat à l'étranger après le diplôme INSA? Du point de vue d'un MBA, si c'est plusieurs années, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui font du NGO qui peuvent aller dans le être admis. Une des choses qui est intéressante dans les programmes de MBA, c'est qu'ils essaient d'avoir une classe qui a une expérience diverse. Donc, pas de problème a priori. Du moment que l'expérience est intéressante et ça bénéficie d'autres gens et ça vous bénéficie aussi. Je vais peut-être reprendre la main. Merci pour ces échanges très inspirants. Alors, Bougra, Julie, Sébastien, un dernier mot, un dernier message à notre public ce soir. En un mot, en une phrase. Apprenez l'anglais. Couramment. N'ayez pas peur et essayez. Je pense pour brièvement sur les NGO, si c'est ce que vous avez envie de faire, il faut y aller. Ça ne peut être que bénéfique. Il ne faut pas avoir peur d'avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire. Ouais, moi, ça rejoindrait Julie, ce serait non, si vous tentez l'expérience, dans le pire des cas, même si vous avez l'impression que vous échouez, en fait, il y aura du positif à en retirer, quoi qu'il arrive. C'est toujours bénéfique pour vous, surtout le point de vue. Juste un dernier point, et puis si vous voulez essayez le top. Okay, donc, si vous avez une ambition, essayez la chose qui est la plus difficile à faire, d'abord. Et puis ensuite, si ça ne marche pas, mon ancien boss, John Head, il disait toujours, if you want to aim for the moon, at least you won't shut up your foot. Thank you very much, Bougra, for that last word. Bon, avant de clore, vous avez l'habitude, un petit sondage pour connaître bien sûr le feedback sur cette session et puis pour nous aider aussi sur des perspectives de prochains INSA Talks. Je voulais en profiter aussi pour remercier l'équipe organisatrice, donc Audrey, Cécilia, Véronique Deruel, directrice de la communication du groupe INSA et toute son équipe. Merci également à INSA Alumni. Et puis Patrice, je ne sais pas s'il est encore là, mais en tous les cas, nous avons apprécié ta présence ce soir. Merci à nos 3 diplômés pour ce partage très sincère. Ça fait vraiment envie, c'est super. Et puis à vous tous pour, encore une fois, cette participation très active. Alors j'évoquais en début de séance un rendez-vous mensuel. Donc à vos agendas, parce que le prochain INSA Talk, et ce sera le dernier de l'année académique, ce sera le 17 juin à 13h, heure de Paris. Et ce sera sur la transition écologique qui vous concerne tous, qui nous concerne tous. Et j'aimerais vraiment qu'on soit très nombreux pour ce dernier rendez-vous de l'année académique. La conjoncture liée à la pandémie semble s'améliorer, même s'il faut garder encore vigilance. Alors, patience et confiance restent les maîtres mots pour cette fin d'année. Et sachez, là, je m'adresse surtout aux étudiants, et bien que les directeurs et les directions de la formation, les directions des relations internationales continuent à faire leur maximum pour que vous soyez dans des conditions d'études les plus optimales possibles. Et j'en profite du coup pour les remercier tous. Alors, nous allons laisser quelques petites salles ouvertes pour ceux qui voudraient continuer à échanger de manière informelle, continuer à réseauter un petit peu. J'ai entendu le mot réseau, c'est important. Et je pense qu'on peut aussi progresser justement dans ce réseau INSA qui est un pool de formidables talents que vous représentez. Et pour ceux qui nous quittent, eh bien, merci d'avoir participé ce soir. À très bientôt pour de nouveaux INSA Talks, bien sûr, au nom du groupe INSA. Bonne continuation et à très vite. Merci beaucoup. Julie, tu voulais dire un mot? Non? D'accord. Okay.
Donc, je vous laisse répondre pour ceux qui le souhaitent. Merci en tous les cas pour vos réponses.